Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour cet avis sur Matrix 4. On s'est retrouvés hier pour une vidéo qui fait un retour un petit peu sur la trilogie car comme je vous l'ai dit, je me doutais bien que j'aurais beaucoup de choses à dire et que je préférais dès à présent me décharger d'un retour sur la trilogie complète. Et Dieu sait que j'ai des choses à dire. Comment vous dire que j'ai préparé des notes tellement j'avais des choses dans mon esprit que j'avais peur d'oublier et que tellement j'avais envie que mon propos soit construit, mais je suis même pas certaine qu'il va l'être. En tout cas, la première et principale chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis sortie de mon visionnage extrêmement enthousiaste, ce qui est rare. Ma mère qui est venue me chercher elle-même était surprise parce que pour ce genre de saga, je sors souvent soit mitigée et je sais pas exactement si j'ai aimé ou pas aimé ce que j'ai vu, soit relativement déçue et là c'était vraiment pas le cas. J'ai vécu un très bon moment cinématographique que j'ai très envie d'analyser avec vous, sans spoilers toujours. Je pense que la vidéo va être très longue, je vous dis donc à tout de suite. Dès à présent dans le vif du sujet, Matrix 4 est le dernier, le nouveau film de la franchise et de ce qui était juste à présent la trilogie Matrix. Il est sorti 18 ans après les précédents films. Je rappelle que le premier film est sorti en 1999, que les deux autres sont sortis en mai et octobre 2003. Donc la trilogie s'est achevée en fin d'année 2003 et c'est quasiment 20 ans plus tard qu'on retrouve Neo et tous les autres et tout l'univers de Matrix pour ce nouveau film. Il n'y a plus aux commandes que Lana Wachowski. Sa sœur Lily ne s'est pas jointe à elle. Elle l'a fait avec son accord, hein, c'est pas du tout un désaccord entre elles. C'est juste que Lily dit avoir tourné la page de Matrix et que Lana avait besoin de revenir sur la saga, notamment parce que leur vie a été marquée par un drame. Elles ont toutes les deux perdu leurs deux parents à quelques mois d'intervalle. Et Lana avait besoin de repasser par le chapitre Matrix et de revenir dessus et de réfléchir dessus pour dépasser cet événement familial assez triste, alors que Lily, elle, a tourné la page d'une autre façon. La seule réalisatrice qu'on retrouve ici, c'est Lana, mais ça ne s'est pas fait en désaccord avec la seconde, c'est juste pour mettre les choses au clair sur les désaccords artistiques, il n'y en a pas. D'ailleurs, Lily est citée comme co-créatrice des personnages et de l'univers en générique de fin, donc on voit vraiment que Lana reconnaît la participation de sa sœur, même si elle n'a pas participé à l'écriture du scénario du 4. Parenthèse fermée. Les premiers films Matrix, le premier revenait sur la découverte de ce qu'est la matrice et donc l'univers de Matrix, les humains qui sont des fermes à énergie qui sont enfermés dans un monde virtuel. Le second film revenait sur le fonctionnement de la matrice avec les différents éléments qui la composent, que ce soit l'architecte, l'oracle, le maître des clés, le mérovingien, etc., ainsi que Smith. Et le troisième, lui, approchait déjà la fin de la saga presque religieuse avec le sacrifice de l'élu et également une proximité de plus en plus importante et confondante entre l'humanité et la machine, avec à la fin le sacrifice de l'élu Neo pour sauver à la fois la matrice et l'humanité symbolisée par la ville de résistance de Sion. Ce quatrième opus s'intitule Résurrection et c'est une résurrection à plus d'un titre si l'on peut dire, en tout cas pour Neo c'en est une puisqu'il est considéré comme mort à la fin du troisième opus et qu'on le retrouve dans ce quatrième opus. Avant toute chose, il faut savoir que c'est un film qui est vraiment construit sur une démarche dialectique, c'est-à-dire qu'on en découvre de plus en plus. Il y a une dimension relativement explicative, en tout cas une construction très logique dans la façon dont est écrit l'univers Matrix, et ce quatrième film fait honneur à cette écriture et s'y ajoute sans dénigrer ou sans surcharger ce qui a déjà été fait dans les précédents titres. Donc cette démarche dialectique et cette démarche construite, logique, qu'on peut suivre la chronologie des films a été respectée et c'est déjà un très bon point. Pour moi, c'est honnêtement une très bonne suite qui fait honneur à la saga originale, qui ne lui fera pas honte comme certaines suites font honte aux sagas. Donc les suites sont pas toujours réussies et que des fois elles vont entacher l'image d'une saga. Là, ça va pas du tout être le cas. Résurrection s'ajoute vraiment de façon très naturelle à la saga déjà existante et c'est un premier point très bon. Et en plus, il ne se répète pas. On va l'aborder ensemble. Il y a vraiment une construction très intelligente qui a été faite pour l'ajout de ce quatrième opus et j'en suis vraiment reconnaissante réalisatrice sur l'écriture de ce scénario qui ne vient pas s'ajouter comme un cheveu sur la soupe mais qui vient compléter et qui vient apporter un nouvel axe et un nouveau regard sur la saga. On a ces derniers temps eu beaucoup de déceptions sur des ajouts de saga et là vraiment c'est très bien fait. Ces derniers temps, on est quand même dans une période relativement nostalgique du cinéma avec des reboots depuis 4-5 ans, hein, avec des reboots de plein de grandes sagas, le reboot de Terminator, reboot de Jurassic Park, reboot de Star Wars évidemment, racheté par Disney. On va avoir le dernier Spider-Man qui est une forme de reboot, en tout cas une forme de nostalgie quand même extrêmement marquée. Le cinéma en ce moment a peut-être un creux imaginatif et va puiser
dans des sagas qui fonctionnent. Alors le but, évidemment, c'est de faire de l'argent, mais pas seulement. On est vraiment au creux de la vague. Alors j'espère que la prochaine arrive bientôt, mais on est vraiment au creux de la vague après des décennies 90-2000 qui ont été relativement fructueuses. En tout cas, 80-90, début des années 2000, où on a été très fructueux au niveau de la créativité au cinéma. Là, on est un peu dans le creux de la vague, on est un peu coincé dans de la nostalgie. Même Disney qui fait ses live action, c'est un peu pareil, c'est un peu des remakes. On est vraiment dans l'esprit remake. Et en soi, Matrix n'y fait pas exception, mais ils essayent de faire ça bien et on sent bien qu'ils ont compris qu'il y avait là un écueil à éviter. Est-ce qu'ils l'ont évité? C'est ce dont on va parler. Je ne vais pas vous en dire trop sur le casting, mais on retrouve évidemment Keanu Reeves qui est le héros Neo et qui est un peu la figure de Matrix. On retrouve également l'actrice de Trinity, Carrie-Anne Moss, qui incarne de nouveau Trinity à l'écran. Donc c'est vraiment un plaisir de retrouver ces deux figures. Et ensuite, on a pas mal de nouveaux visages. Yaya, je ne sais pas si je le prononce bien, Matin qui va incarner, disons, un Morpheus jeune ou rajeuni. On retrouve aussi Jonathan Groff qui va incarner un personnage dont je préfère ne pas trop vous en dire pour le moment. Je préfère vous laisser la surprise, mais en tout cas, il est là au casting, il fait partie des nouveaux visages. Et on va également avoir le très connu Neil Patrick Harris qui va également incarner un personnage très important de ce nouvel opus. Donc, on a à la fois des nouveaux visages et on retrouve à la fois les têtes d'affiche classiques de Matrix. Je pense pas qu'il aurait été possible de faire un Matrix sans Neo et Trinity avec leurs acteurs originels. Enfin, je pense sincèrement qu'il aurait mieux valu annuler le projet que de faire un Matrix sans Keanu Reeves. De toute façon, c'était pas possible. Mais même sans Trinity, enfin sans Carrie-Anne Moss, je pense pas que ça aurait été possible. Donc heureusement qu'ils sont tous les deux là. Maintenant, c'est vrai que pour le reste, on est surtout sur des nouveaux visages. Certains crieront au scandale. Moi, j'ai pas trouvé ça si gênant que ça, même si j'avoue avoir eu des déceptions de ne pas retrouver certains personnages. En tout cas, certains personnages avec les visages qu'on leur connaît. Au niveau du synopsis, je vais essayer de pas trop vous en dire et de vous laisser découvrir, mais en gros, on découvre que Neo n'est pas mort, qu'il vit toujours et on le retrouve dans une petite vie relativement tranquille, relativement normale, relativement classique au sein de la matrice. Une matrice qui a évolué, qui a changé, qui n'est plus exactement celle qu'on a connue et qui semble avoir digéré et intégré les événements de la première trilogie. Donc il semblerait qu'on soit environ 50 à 60 ans après ce qui s'est passé dans les premiers opus, mais ça ne se voit pas forcément dans cette matrice. C'est la matrice, on est dans un monde virtuel, le temps n'y passe pas forcément comme le temps du monde réel, ça c'est pas particulièrement gênant. Mais en tout cas voilà, on y retrouve un Neo qui semble un petit peu perdu, un petit peu dépressif, un petit peu usé également, mais qui est toujours vivant et qui est surtout au sein de la matrice, qui est du coup, c'est là qu'il y a fini entre guillemets, donc c'est pas étonnant de l'y retrouver. Maintenant, Neo semble avoir changé, il n'est plus celui qu'on a connu, l'élu sûr de lui qu'on a connu, il semble avoir évolué et c'est cette évolution qui va nous intéresser parce qu'on va essayer de comprendre quelle est cette vie qu'il mène aujourd'hui, pourquoi il est là, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il cherche et où est l'élu qu'on a connu. Voilà vraiment les questions qu'on se pose dès le début du film lorsqu'on est confronté à ce Neo qui vit une vie presque normale au sein de la matrice. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez qu'on retrouvera de nouveaux personnages, autant des résistants, des figures des résistants que de figures au sein de la matrice. Donc ça va un peu comme dans les autres opus se passer entre ces deux mondes, dans la transition entre les deux mondes. Et on va utiliser deux détours dans le film. Premier détour, ce que je vous ai dit sur cette nouvelle matrice. Matrice, vous le savez, à reboot, à la fin du cycle qui était symbolisé par du coup le sacrifice de Neo et le fait de chercher un nouveau cycle de paix avant l'apparition d'une nouvelle anomalie. Je vous l'explique dans ma vidéo, on revient sur la trilogie culte. Donc là, on est dans un nouveau cycle et la matrice à reboot, elle est différente et elle a intégré les événements de la précédente trilogie et du précédent cycle qui s'est terminé avec le sacrifice de Neo. Donc la matrice a un petit peu évolué. Et ça, c'est très intéressant de voir que de la même façon que nous, on a vécu avec la trilogie dans notre monde à nous, la matrice a intégré ce qui s'est passé dans les premiers Matrix à son système. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment une mise en abîme que je trouve absolument fascinante. La façon dont c'est proposé dans l'histoire, j'ai trouvé ça hyper... Ça m'a vraiment fait sourire et j'ai trouvé que c'était intelligent et malin et franchement j'ai énormément aimé cet aspect-là. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur la précédente trilogie, j'espérais que les nouvelles technologies actuelles soient intégrées au film. C'est le cas et c'est également un très grand plaisir de retrouver ça, même si c'est pas forcément ce que j'avais imaginé. Ça m'a quand même fait plaisir de voir que la matrice en fait est toujours aussi proche du monde que l'on connaît, de la même façon que la matrice de 99 était proche du monde de 99. Deuxième détour, il faut comprendre qu'en fait le film n'a pas été du tout construit comme une copie, ni forcément totalement comme une suite, mais plutôt comme un écho. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est comme si le quatrième Matrix regardait l'histoire qu'il a vue avant, comme si Matrix se regardait lui-même et regardait la saga. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des flashbacks, il n'y a pas des retours en arrière, mais il y a plein d'échos, plein de symboles, plein de petits rappels de ce qui s'est passé précédemment, pas dans une démarche où on le revit ou dans une démarche où on est forcément dans une réelle continuité exacte, mais dans le sens où
comme si la trilogie Matrix s'était intégrée à ce monde et en était une espèce, que ce monde en était une sorte de reflet déformé. On va dire ça comme ça, je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais j'ai trouvé que cette image, cette espèce de réflexion introspective, c'est-à-dire c'est Matrix qui réfléchit sur lui-même, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et subtil et bien fait. Il y a des scènes magnifiques dans le théâtre, notamment si vous avez vu le film, ça donne des moments absolument splendides et avec une double, triple, quadruple lecture de l'image, et je trouve ça extrêmement plaisant et très malin au niveau de la mise en scène et du visuel. Cette dimension introspective de Matrix, je la trouve intéressante parce qu'à l'inverse de sagas extrêmement critiquées comme la nouvelle trilogie Star Wars, qui n'a aucun regard critique sur ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qui l'aborde à peine et qui s'inscrit juste comme une suite, limite une copie avec des rythmiques assez semblables, là Matrix réfléchit sur lui-même. C'est à la fois très introspectif, presque psychologique, pas forcément dans la démarche spectaculaire qu'on avait avant, mais au moins on est dans une suite qui est autocritique, qui a vraiment comme si c'était la génération suivante, avec une dimension critique, un regard, disons, à la fois familial et acéré sur ce qui s'est passé avant, et je trouve ça intéressant parce que je pense que ce qu'a raté Star Wars par exemple avec sa nouvelle trilogie, c'est cette dimension où on reconnaît que la saga précédente n'est pas parfaite et qu'on essaie de l'améliorer et pas de la rendre plus parfaite en la copiant, mais on essaie de s'inscrire dans l'univers tout en apportant quelque chose de différent, quelque chose de plus. Là, c'est ce qu'essaye de faire ce Matrix 4 et je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui est surtout extrêmement intéressant, c'est que c'est un film qui a énormément de niveaux de lecture. Il y en a au moins 3, voire 4, 5, 6. Il y a toujours le regard du programmeur qui est toujours présent avec des emplois de termes. Même moi, à des moments, j'étais un petit peu larguée, comme dans les premiers d'ailleurs. Mais il y a toujours ce regard-là, mais il y a aussi plein de niveaux de lecture. Je vais vous en proposer quelques-uns qui sont pour moi ceux qui m'ont le plus intéressé, qui m'ont le plus marqué. Le premier niveau de lecture, c'est le niveau basique, suite de l'histoire, tout simplement, Matrix 4. On ne fait pas abstraction des précédents, c'est-à-dire on n'est pas dans un reboot complet, comme dans SOS Fantôme. C'est la suite de ce qui s'est passé précédemment. Et on reprend cette démarche, comme je vous l'ai dit, dialectique, et on continue cette démarche au niveau quasiment christique religieuse, c'est-à-dire que l'élu s'est sacrifié, l'élu fait sa résurrection, c'est le but de ce quatrième. Religion et l'idéalisme religieux qu'il y avait autour de la figure de l'élu, c'est un petit peu fossilisé. Depuis qu'il n'est plus là, cette religion et ses croyances ont quasiment arrêté d'évoluer. C'est-à-dire qu'on est resté sur ces principes qui avaient été dictés par cet élu qui n'est plus. Une image idéalisée, fantasmée de cet élu, et on le voit dans le regard quand il rencontre quelques résistants, quelques survivants qui ne l'ont pas connu, on le voit dans leur regard où ils ont une vision complètement idéalisée, ils sont presque déçus quand ils le rencontrent. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un schéma typique religieux, c'est-à-dire de se fossiliser, de se cristalliser sur des faits passés qu'on idéalise avec le temps puisqu'on n'a pas exactement ce connu, on n'a que les récits qui nous sont contés. Il y a une scène où on voit une zone un petit peu religieuse avec des bougies, etc. Et on voit une image de Morpheus quasiment fossilisée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur après le sacrifice et avant la résurrection et donc le renouveau, on a toute une période où l'idéologie s'est durcie et fossilisée, elle a arrêté d'évoluer et Sion, les résistants, ont l'impression bien sûr qu'ils ont progressé au niveau de leur technologie, mais idéologiquement, on a l'impression qu'ils ont arrêté de chercher plus loin que ce qui leur avait été apporté. Et ça, c'est une première grille de lecture qui s'inscrit totalement dans la continuité précédente, qui est extrêmement intéressante, puisqu'en fait, on est sur une démarche où la résurrection est un apport de renouveau, et un apport de renouveau pas forcément cristallisé autour de la figure de l'élu. C'est-à-dire que la résurrection, c'est pas une résurrection pour l'élu, c'est une résurrection pour tous les croyants, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et le message qui est porté là, c'est vraiment un message... C'est pas vraiment une autocritique, mais c'est un regard critique sur le monde qui nous entoure et sur ses rythmes et sur la façon de fonctionner de la psychologie humaine, clairement. Ensuite, second niveau de lecture, ce film est une critique, une métaphore et une critique de l'univers du cinéma qui est vraiment, vraiment très intéressante et surtout très visible. Elle n'est pas du tout discrète, surtout dans la première partie du film, elle est clairement directement... dite à l'écran. Il y a une critique directe par exemple de la Warner qui est pourtant la maison de production de Matrix, donc où elle est verbalisée, c'est-à-dire qu'il parle de la Warner et il critique la démarche de la Warner et c'est super intéressant parce que ça donne une profondeur au film, mais même tout le film s'inscrit dans cette image où on critique ce fameux cinéma mémoriel, ce film cinéma nostalgique dans lequel on est coincé comme les boucles temporelles du début de Matrix 4, c'est-à-dire on est coincé dans ces boucles où on reboot des choses qu'on connaît déjà et on le fait pas forcément bien, c'est usé, c'est-à-dire que c'est
des légendes qui sont remises à l'écran, remises au goût du jour. On recolle le masque de légende et on essaye de renvoyer aussi ça au cinéma pour faire du chiffre. Et c'est exactement ce que nous montre le film, en tout cas dans les 20 premières minutes de début. Et c'est super intéressant comme message et comme profondeur de message qui est apporté. Tout un passage où on voit une équipe qui brainstorm, une équipe de jeunes. Là, les jeunes héritiers, mais c'est même pire, c'est les jeunes rentiers, c'est-à-dire ils vivent de la rente nostalgique de ces univers, qui là, qui brainstorm en faisant du ping-pong, etc., comme dans les open space aujourd'hui, et qui ne font que brasser et rebrasser des choses qui existent déjà, et en essayant de simplement de continuer à profiter d'une manne financière, clairement, et d'une espèce de légende nostalgique. Et au milieu de tout ça, on a la figure de Neo qui est usée, qui n'en peut plus, qui est complètement dépassée par tout ça. Et c'est vraiment une métaphore du cinéma aujourd'hui qui tourne en rond sur lui-même, avec des jeunes qui manquent d'imagination, qui ne renouvellent pas le genre. Alors c'est pas forcément une critique de la jeune génération, c'est plus une critique du du cinéma d'aujourd'hui, on va dire. Cette espèce d'idée de continuation tardive de saga qui est juste, ah tiens, on n'a pas d'imagination, la boîte de prod possède telle licence, continuons cette licence. Et ça, c'est Star Wars, c'est Jurassic Park, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est Terminator, c'est SOS Fantôme, c'est Spider-Man, c'est même Le Seigneur des Anneaux bientôt avec la série qui va sortir sur Amazon Prime. Mais si je ne suis pas du tout triste que quelque chose sorte sur Le Seigneur des Anneaux parce que j'adore, c'est cet univers-là, c'est-à-dire nous n'avons plus rien à nous mettre sous la dent, prenons ce qui existe déjà et essayons. Est-ce que Le Seigneur des Anneaux, des épées, des elfes, des anneaux, ah oui, vite faisons, baragouinons un truc là-dessus. En gros, c'est un peu brainstormer dans le vide, refaire la même chose juste avec des outils un petit peu plus modernes, quoi, c'est tout. Tout le film va être une métaphore de cet univers du cinéma avec les hordes de fans fanatisés qui s'approprient la licence et qui ne la laissent pas s'enfuir, qui l'empêchent de se renouveler. Vraiment, on a toute une métaphore filée durant les 2h28 que dure le film, c'est assez long, mais on a toute une métaphore filée sur ça. Je vous dis, les hordes de fans, la créativité qui est bridée, la créativité qui est rappelée à l'ordre de la logique, qui est rappelée à l'ordre du schéma de la matrice, c'est-à-dire que c'est vraiment très intéressant. Je pense que, bon, c'est une grande prétention de faire un film en continuité d'une vieille licence en disant les gens n'ont pas d'imagination et ils ne font que continuer des vieilles licences. C'est d'une grande prétention. Très honnêtement, c'est d'une grande prétention. Mais le message passe, le message est quand même assez clair pour être perçu par tous et quand même assez intéressant. Est-ce que ça veut dire que Matrix réussit à sortir de l'ornière et à éviter cet écueil? Non, pas forcément. Alors oui, il va aller puiser dans de nouvelles références et de nouveaux codes. C'est-à-dire que c'est pas comme Star Wars, un clone des sagas précédentes avec de nouveaux personnages, hein, clairement, ou de nouveaux univers. Là, il change ses codes visuels, on est plus sur un univers sombre et cyberpunk, même si on a toujours des grandes vestes longues et des petites lunettes noires, je veux dire, parce qu'il y a quand même des codes à respecter, des canons à respecter dans une saga. Et on est sur un univers beaucoup plus coloré, avec un message un peu plus psychologique et moins dans l'action. Matrix 4 essaye de se sortir un peu de là d'où il vient. Est-ce qu'il y réussit fondamentalement? Non. Et puis surtout, il change cela contre de grandes facilités scénaristiques, c'est-à-dire qu'on met tellement de fond qu'on fait parfois même plus attention à la forme. C'est presque dommage. Je vous en reparlerai un peu plus à la fin de ma critique, mais c'est presque dommage. Après, c'est déjà bien de dénoncer. Ils essayent. Ils caricaturent certains de leurs anciens personnages. Ils essayent de les sortir de ce qu'ils étaient. Ils essayent de les sortir de leurs stéréotypes. Je pense aux Mérovingiens par exemple. Quand vous verrez le film au cinéma, si vous le voyez, vous verrez qu'ils essayent de le sortir de ce qu'il est. Mais bon, moi, ce qu'ils en ont fait, ça m'a insupporté totalement. Mais bon, ils essayent de se sortir de là. Maintenant, est-ce qu'ils y réussissent? Moi, je trouve qu'on est beaucoup sur du faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, malheureusement, la fin, par exemple, il y a à la fois la fin telle qu'elle est, qui m'a particulièrement déplu et qui est totalement dans les codes de ce qui se fait en ce moment. Et à la fois, tu peux te dire, oui, mais cette fin est peut-être une critique de ce qui se fait, c'est-à-dire en faisant ce qui se fait, il critique ce qui se fait. Ouais, mais bon, peut-être un peu trop. Ça va peut-être un peu trop loin. Mais au moins, ils essayent. Au moins, ils essayent de dire que ça va pas. Troisième grille de lecture que je trouve intéressante, il y a également une sorte de métaphore de la réalité et de la psychanalyse. Je pense que ce film a été très psychanalytique pour Lana Wachowski. Comme je vous l'ai dit, ça a été une période difficile de sa vie, c'est pour ça qu'elle est revenue à des fondamentaux dans sa démarche artistique. Elle a perdu ses parents, elle a aussi vécu sa transition, etc. Elle le dit dans une interview, c'est-à-dire beaucoup de choses ont changé dans sa vie, beaucoup de bouleversements, et revenir à un code qu'elle connaît et à un univers dont elle est... disons, la maîtresse, elle est l'architecte de cet univers, ça a été pour elle très cathartique, ça a été une démarche psychologique, et ce film, en fait, c'est sa psychanalyse, clairement, et tu peux vraiment lire ce film
comme la psychanalyse de l'esprit de la réalisatrice Lana. Identifie à la fois à Neo. Neo est comme une sorte de reflet d'elle-même, et la démarche que fait Neo dans le film, c'est un peu la démarche d'une personne qui fait une psychanalyse. D'ailleurs, Neo dans le film suit une psychanalyse, mise en abîme dans les mises en abîme. On a toute une métaphore de la réalité au début, avec les faux semblants, le fait de porter des masques, de ne pas être soi-même, d'être ce que les gens attendent de nous que l'on soit en tant qu'artiste, en quoi ça a bridé notre créativité, et à la fois en quoi le fait d'être artiste et d'être créatif peut être très bouleversant, très difficile à faire coïncider avec la réalité. Tout ça, c'est métaphorisé dans tout le début du film. Neo est cet artiste qui doute, qui ne sait pas si ce qu'il a créé, c'est vraiment ce qu'il souhaitait créer, qui aimerait aller plus loin et qui à la fois ne sait plus comment aller plus loin, et qui boucle dans sa créativité et dans les univers qu'il s'est créés, et qui en plus a perdu une partie de lui-même, cette partie de lui-même, alors qui peut être incarnée dans le film par Trinity, mais qui peut être aussi incarnée dans la vraie vie comme une perte d'identité, une perte de repère. Il y a vraiment tout cela dans le personnage de Neo au début du film. Puis il y a aussi quelque chose qui doit beaucoup coller à l'expérience de Lana, c'est-à-dire d'être écrasée par sa légende, d'être écrasée par sa création, d'être limitée à ce que l'on a créé et à la légende qu'on est devenue. Elles sont quand même à l'origine, elle et sa sœur, elles sont quand même à l'origine d'un univers que tout le monde connaît, l'univers Matrix. Je veux dire, même les gens qui n'aiment pas la science-fiction connaissent Matrix, et tu peux être facilement écrasé par la légende de ta création et écrasé par ta création en tant que créateur. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on aborde, et c'est là que les hordes qu'on peut retrouver dans la matrice dans ce film peuvent être également ces hordes de fans qui s'approprient l'univers et qui t'empêchent d'en sortir, qui t'empêchent de le renouveler, alors que c'est ta création, parce qu'ils se le sont appropriés et que pour eux c'est figé, ça ne doit plus bouger. Et ça, c'est des thématiques qui sont vraiment propres à la création, et notamment à la création cinématographique, puisque l'œuvre existe à la fois dans le regard de son créateur et dans le regard de son spectateur, et les spectateurs s'approprient une œuvre. Et c'est vrai qu'il y a des spectateurs qui peuvent être durs, on va dire extrêmes dans leur démarche, et qui ne veulent pas qu'une œuvre évolue et qui l'aiment telle qu'elle est, et qui veulent, moi-même, il y a des suites, des évolutions qui sont apportées à certains univers que je ne peux pas supporter parce que c'est pas l'image que moi j'en ai, et que en tant que spectateur je suis aussi acteur de l'œuvre, parce que c'est dans mon regard que je perçois l'œuvre et que je me l'approprie quand je la regarde et quand je la fais mienne, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le créateur, à partir du moment où il lâche sa création dans le monde et qu'il l'expose au regard d'autrui, elle lui appartient plus vraiment. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il doit complètement la lâcher et qu'il ne peut pas la renouveler. Et je pense que ce débat-là est vraiment abordé dans le film, un débat intérieur très intime en soi, que Lana nous expose dans son film. Et c'est aussi pour ça qu'elle caricature ces jeunes créateurs qui brainstorment en faisant du ping-pong. C'est-à-dire qu'elle voit ces jeunes qui brainstorment autour de sa création, qui ne lui appartient pas, qui appartient à la Warner, et qui en font un peu ce qu'ils veulent. L'univers Matrix s'est exposé dans plein de choses, c'est pas, enfin, d'après le message qui passe dans le film, c'est pas forcément ce qu'elle aurait voulu ou ce qu'elle aurait attendu, mais son œuvre est entre les mains de d'autres qui sont presque dans la caricature et qui caricaturent sa création. C'est vrai qu'il y a tellement de grilles de lecture possibles dans Matrix que ça ne m'étonne pas, mais moi j'ai dû caricaturer l'histoire quand je l'ai résumée, vous voyez. Donc il y a vraiment ça, et je trouve que c'est fait de façon très intelligente, très intéressante et très intime, comme je vous l'ai dit. Autre chose qui sont abordées, enfin la Matrice, quand elle a fait son reboot, s'est purgée de plein de personnages, c'est comme une façon de faire sa mue pour évoluer. Elle a perdu ses parents, et dans le film on retrouve deux figures liées par l'amour, deux figures, une masculine, une féminine. Il y a aussi toute la notion de dualité, l'opposition, le yin et le yang, le bien et le mal, qui sont incarnés par deux personnages, l'homme et la femme qui sont incarnés par deux personnages, et qui sont internes à notre psyché à tous. On a tous en nous une part de féminin, une part de masculin, une part de mal, une part de bien. Tout ça, c'est à la fois, je pense, en tout cas à la fin, un hommage à ses parents qu'elle a perdus, et à la fois un hommage à la dualité de l'être humain qui nous est constitutif, et à la fois un hommage à elle-même qui est la mère de cet univers. Vraiment, je pense, plein de grilles de lecture, et ça se trouve, j'extrapole de ouf, hein, ça se trouve, c'est juste moi qui vois ça. Mais je trouve qu'il y a plein de lectures possibles, et je trouve en tout cas que la répétition de cette notion de dualité, yin et yang, le lumineux, l'obscur, etc., la matrice, le monde réel, l'homme, la femme, le bien, le mal, etc., en tout cas, vu comment ça revient de façon cyclique dans ce quatrième opus et d'une manière générale dans toute la trilogie, je pense que ça peut pas être un hasard en tout cas. Dans cette démarche un petit peu psychanalytique, le personnage de Neil Patrick Harris est vraiment très intéressant, puisque son personnage incarne un psychanalyste, et il a également un rôle central dans la matrice. Et le message qu'il passe, il est un peu comme le garant de la raison sociale, si l'on peut dire, le garant de la logique, de la construction, et à la fois de la prise en compte de l'humanité d'autrui, mais pour la faire entrer dans un cadre. Et j'ai trouvé son personnage extrêmement intéressant, à la fois pour l'histoire de base et à la fois dans toutes les grilles de lecture qui sont proposées dans le film, parce que c'est un personnage vraiment multiface,
est fascinant et j'aurais aimé en savoir plus au final. Je suis sortie du film avec beaucoup de questions sur ce personnage que j'ai trouvé très intéressant. J'aurais aimé en savoir plus, très honnêtement, et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Parmi tous les personnages qu'il y a eu dans la Matrice depuis le premier, c'est un de ceux pour lesquels j'ai un vrai coup de cœur. J'avais un coup de cœur pour Smith aussi, mais là j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour ce personnage que j'ai trouvé d'une complexité et d'une intelligence dans sa rédaction assez intéressante, même s'il fait de longs monologues un petit peu fatigants. Voilà pour les 3 grilles de lecture qu'en tout cas moi j'ai préférées. Je pense qu'il y en a d'autres, je vais pas m'étaler, j'imagine qu'on a déjà très beaucoup de minutes de cette vidéo. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé le film très intéressant. Maintenant j'aimerais quand même vous dire qu'il y a pour moi des bémols. Bon déjà nous sommes dans un Matrix donc il y a forcément des longueurs. Il y en a toujours, le film dure 2h30, mais j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup moins que dans le 2 et dans le 3 et du coup ça a vraiment amélioré mon expérience visuelle et j'ai vraiment pris beaucoup plus de plaisir à regarder ce film là que regarder le 2 et le 3. Pour moi il n'est pas à la hauteur du 1 mais il est quand même en très bonne position. J'ai trouvé qu'il avait quand même évité pas mal d'écueils, même si je vous l'ai dit il est beaucoup dans le fait que je dis mais pas ce que je fais parce qu'au final ça reste un reboot d'une vieille saga. Même s'ils critiquent la démarche, bah, ils sont quand même inscrits dans cette démarche, je suis désolée. Il y a aussi pas mal de GCM, hein, les nouveaux personnages qui ne servent à rien, d'anciens personnages qui reviennent, on sait pas pourquoi, qui sont soit des caricatures d'eux-mêmes, soit des caricatures inversées d'une tristesse infinie, soit juste... Enfin franchement il y a des nouveaux personnages qui sont vides. Qui ont l'air pourtant intéressants, mais qui ont pas la place de se développer tellement il y a de choses à dire et tellement le film est déjà rempli à ras-bord. Il y a des personnages qui n'ont pas la place d'exister et ça me fait presque de la peine pour eux. Pareil, il y a des thématiques qui sont à peine effleurées alors qu'elles sont hyper intéressantes et qu'elles sont en plus dans la continuité de l'histoire. La relation homme-machine qui a évolué et qui est extrêmement intéressante, c'est à peine effleuré et c'est vachement TGCM. C'est-à-dire, faut pas trop creuser, faut pas trop se poser de questions, hein, parce que clairement, t'auras pas de réponse. En tout cas, pas dans ce film. Est-ce qu'il y aura d'autres vu la fin, il y a possibilité. Il y a possibilité de faire des suites. Maintenant, j'espère pas. Pour moi, là, on est bien. Là, faut s'arrêter parce que sinon, on est un ça de faire n'importe quoi. Hein. Ensuite, il faut reconnaître que le film délaisse quand même pas mal l'action. À part une scène d'action en moto, globalement, le film délaisse pas mal l'action, alors que c'était quand même son code. Ça reste un film de science-fiction cyberpunk d'action. Là, on délaisse pas mal l'action et quand il y en a, c'est rapidement expédié. Pas forcément très intéressant. On retrouve des codes déjà rebattus dans l'univers, donc qui sont réutilisés. C'est très bien, mais... Globalement, on a pas mal délaissé l'action pour la psychanalyse, on est plus sur du fond que sur de la forme. C'est un peu dommage et c'est vraiment sur ça que je resterai, on est plus sur du fond que sur de la forme et c'est triste. Première chose, j'ai pas du tout aimé la fin. Je comprends qu'il y a une deuxième lecture, je comprends que c'est une forme de métaphore, mais la fin, ça finit à la Disney, on dirait la fin de la Reine des Neiges, voilà. Et moi ça m'a vraiment pas plu, j'ai pas aimé, je comprends le message qui est passé, je comprends, vraiment, je vois qu'il y a plusieurs lectures et que c'est presque une forme de critique, mais j'ai pas du tout aimé la fin. C'est une fin à la Disney, alors si c'est une fin à la Disney pour critiquer la fin à la Disney, oui, mais non, j'ai pas du tout apprécié la fin qui n'est pas à la hauteur du reste, qui n'est pas à hauteur de la saga. C'est le dernier film comme je l'espère et que ça finit comme ça me déplaît. Ça me déplaît beaucoup. Je comprends, comme je vous dis, le choix, c'est juste que j'aurais pas fait ce choix-là parce que ça, voilà, ça ne me plaît pas. Je suis pas non plus quelqu'un qui est pétri d'espoir et de bons sentiments, donc ça m'a déplu cette fin à la sauce Disney. Je reste sur l'idée que c'était une mauvaise idée. Donc voilà pour mon avis sur Matrix 4, un film plus sur le fond que sur la forme. On en restera sur cette formule que je trouve plutôt bien trouvée, je l'ai improvisée, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment le condensé de ce que je pense de ce film, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de lectures et il est intéressant, il est stimulant intellectuellement, il est beau à voir. Franchement, il est très beau à voir. Les quelques scènes d'action se démènent et sont dans les codes Matrix, on va dire, dans les codes du genre. Mais voilà, disons, il y a beaucoup de prétentions avec cette dimension. Je critique le cinéma et je vais renouveler le genre, alors que tu fais ce que tu critiques. Je trouvais qu'il y avait une grande prétention dans le message. Maintenant, le message est passé et le message va parler aux spectateurs, je pense. Et il y a une grande intelligence dans la rédaction et dans la construction de certains personnages, dans la rédaction du scénario. Et il y a une grande intelligence pour que cette suite soit une suite à la hauteur, qui ne vienne pas gâcher ou rebattre trop l'écart qui s'est passé avant, mais qui ne vienne pas non plus simplement copier ce qui s'est déjà fait. Donc il y a une grande intelligence dans la rédaction de ce 4e film. Maintenant, il n'est pas parfait, mais dans le côté qui il est ou qu'est-ce qu'il est. Disons que je vous recommande vraiment de le voir parce qu'il apporte un éclairage nouveau à la saga et que ça reste quand même une très bonne suite par rapport aux choses auxquelles on peut être confronté quotidiennement. J'ai passé de très bonnes heures en compagnie de Neo et en compagnie de l'univers. En plus, on en voit un peu plus sur la partie que moi j'aime le plus, c'est-à-dire le monde des machines. On n'a toujours pas de réponse et on n'a toujours pas des passages complets dans le monde des machines, mais moi c'est celui que j'aime le plus. Matrice, le monde des résistants, c'est deux mondes qui sont intéressants, mais moi celui que j'aime le plus et pour lequel j'aimerais le plus en savoir, c'est celui qui est entre les deux, dont on ne parle quasiment jamais et qu'on ne voit quasiment jamais à l'écran. On en a vu un peu plus, ça m'a fait énormément plaisir, mais j'aimerais tellement savoir plus sur cette dimension-là de Matrix.
Mais non, je vous le recommande et je vous remercie d'avoir écouté cet avis qui je pense a été très long. Je suis à 36 minutes de rush, je sais pas combien je vais réussir à en couper mais je sens que ça va être très très long. Ça me fait toujours autant plaisir de vous tourner ces vidéos, ça me fait toujours autant plaisir de discuter avec vous en commentaire. On est presque 500 abonnés, vous imaginez pas la satisfaction que c'est pour moi et l'honneur en plus de savoir que 500 personnes ont assez apprécié une de mes vidéos ou plusieurs de mes vidéos pour me faire confiance et s'abonner à cette chaîne. Voilà, honnêtement quand je l'ai lancé, je pensais pas en décembre en être à ce stade-là, mais ça me fait très très plaisir. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bonnes fêtes puisque dans 2 jours c'est Noël. Je pense d'ailleurs qu'il n'y aura pas de vidéo le samedi de Noël, on verra, mais je pense pas. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne soirée de Noël et je vous souhaite de toute façon de très bons visionnages. À très très vite. Dites donc monsieur Sissi, ma petite star. Jou, on se pousse.